On pense souvent que l'esclavage, c'est l'histoire ancienne, une page sombre qu'on aurait tournée. Eh bien, pas du tout. Loin des images d'Épinal, c'est une réalité brutale, bien présente, pour des millions de personnes en Afrique aujourd'hui. On va se pencher sur l'une de ses formes les plus tenaces, l'esclavage par ascendance. Un héritage terrible qui continue de briser des vies. Allez, on plonge ensemble dans ce sujet absolument essentiel. Pour commencer, un chiffre. Un chiffre qui donne le vertige, près de 50 millions. C'est le nombre de personnes qui, aujourd'hui même, sont piégées dans ce qu'on appelle l'esclavage moderne, d'après le Global Slavery Index. Ça recouvre plein de choses, travail forcé, mariage forcé, exploitation sexuelle. Mais derrière ce chiffre énorme se cache une réalité encore plus insidieuse, plus spécifique. Et la question qui se pose, elle est terrible. Où est-ce qu'on peut encore naître esclave en 2025 ? Ou est-ce que le simple fait d'avoir les mauvais parents vous condamne à une vie entière de servitude ? On ne parle pas ici d'une exploitation économique temporaire, non, on parle d'un statut hérité, gravé dans le marbre de la société dès la naissance. Alors pour trouver des réponses, notre analyse va nous emmener dans une région bien précise, le Sahel. C'est là-bas, dans des pays comme la Mauritanie ou le Mali, que cette pratique est la plus ancrée et qu'elle continue d'exister malgré les lois et des décennies de lutte. Alors, l'esclavage par ascendance, qu'est-ce que c'est concrètement ? Imaginez un peu. Vous naissez et vous êtes considéré comme la propriété d'une autre famille. Pourquoi ? Simplement parce que vos arrière-grands-parents l'étaient aussi. Ce n'est pas une dette, ce n'est pas un contrat. C'est votre sang, votre lignée qui vous condamne. C'est un ordre social implacable qui vous met dans une case de soumission dès votre premier souffle. On va commencer par la Mauritanie. C'est un cas d'école, et un cas tristement célèbre. Pourquoi ? Parce que c'est officiellement le dernier pays au monde à avoir aboli l'esclavage. Et c'était quand ? En 1981. Seulement. Cette date, si tardive, en dit déjà très long sur la profondeur des racines du système. Et regardez cette chronologie. C'est juste hallucinant. 1981, on abolit. Sur le papier. Mais dans la vraie vie, rien ne bouge. Il faut attendre 26 ans jusqu'en 2007 pour que la loi dise enfin « c'est un crime ». Et encore, il faut attendre 2015 pour que ce soit qualifié de crime contre l'humanité. Cette lenteur, elle est assourdissante et elle montre bien la puissance de ce système. Écoutez bien cette phrase de Biram Da Habid, un grand militant anti-esclavagiste. Elle résume tout le paradoxe mauritanien. Comment un État peut-il dire qu'il combat l'esclavage alors que ce sont les victimes et ceux qui les défendent qui se retrouvent derrière les barreaux ? C'est le monde à l'envers, et ça illustre de manière glaçante le gouffre qu'il y a entre les lois et la réalité du terrain. Pour piger pourquoi ça continue malgré les lois, il faut regarder au-delà du droit. Le vrai problème, c'est que c'est un ordre social. C'est tout un système de coutumes, de hiérarchie, qui organise la société depuis des siècles. C'est ça qu'on va essayer de décortiquer maintenant. Au cœur du système, on a la société mort-blanche, les bidanes. Historiquement, elle est organisée en castes très rigides. Tout en haut, on trouve les Hassan, les guerriers, puis les Zawaya, les érudits religieux, et enfin les Lahma, les tributaires. Et qui possédait la grande majorité des esclaves ? Eh bien, c'était les Zawaya. Cette structure, elle a complètement figé les rapports de domination à travers le temps. Et même quand quelqu'un est libéré, la servitude ne s'arrête pas vraiment. C'est là que c'est pervers. Sur le papier, on passe du statut d'Abid, l'esclave, à celui de Haratine, l'affranchi. Mais en pratique, une coutume qu'on appelle le wala maintient un lien de dépendance presque totale avec l'ancien maître. En gros, c'est une liberté en trompe-l'œil, une servitude qui n'ose pas dire son nom. Alors, la question à 1 million, combien de personnes sont touchées ? Et là, c'est le grand flou. D'un côté, en 2016, Amnesty International parlait de 1% de la population. Mais de l'autre, les ONG locales, celles qui sont sur le terrain tous les jours, elles avancent un chiffre beaucoup plus lourd, 20%. Cet écart, il est colossal. Ça montre à quel point le phénomène est nié, minimisé, et à quel point c'est dur d'avoir une vision claire. Bon, on quitte la Mauritanie, mais on reste dans la région. Direction le Mali. Si la Mauritanie, c'est l'héritage d'un système qui a la vie dure, le Mali, c'est aujourd'hui un front très actif et malheureusement très violent de cette lutte contre l'esclavage par ascendance. Là-bas, la situation est vraiment critique. Les personnes qui sont vues comme des descendants d'esclaves subissent des violences au quotidien. On les exclut socialement et surtout, on leur refuse le droit à la terre. Et ça, c'est crucial parce que ça les maintient dans une dépendance économique totale. C'est un combat pour la dignité, bien sûr, mais c'est aussi un combat pour la survie. Et ce fléau, il n'est pas partout au Mali. Il est vraiment concentré dans des zones très précises, comme on le voit ici. Les régions de Kez, à l'ouest, et puis Tombouctou, Gao et Kidal, dans le nord, ce sont de véritables épicentres. C'est là que les traditions esclavagistes sont les plus fortes et que la résistance au changement est la plus féroce. Face à cette situation, le Mali a préparé un projet de loi.
Il y a des choses bien, c'est vrai, la définition de l'esclavage est assez large, il y a des mesures de protection pour les victimes, mais quand on regarde de plus près, les failles sont énormes. Le texte dit que c'est interdit, mais il ne dit pas que c'est un crime contre l'humanité. Ça change tout, notamment pour la prescription. Pas de tribunal spécialisé, une protection des lanceurs d'alerte ridicule, bref, plein de lacunes qui risquent de rendre la loi complètement inefficace. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond. Comment on passe de beaux textes de loi à une libération qui soit réelle, concrète pour les victimes? C'est ça le vrai défi, pas seulement pour le Mali et la Mauritanie, mais pour toute la région du Sahel. Les organisations de défense des droits humains, elles, ont des recommandations très claires. D'abord, il faut des lois béton, sans aucune ambiguïté, qui définissent l'esclavage comme un crime contre l'humanité, donc imprescriptible. Ensuite, il faut des tribunaux spécialisés, avec des juges formés. Troisièmement, un fonds de réparation, c'est indispensable pour aider les victimes à redémarrer dans la vie. Et enfin, il faut que les pays de la région travaillent ensemble, parce que ce fléau se moque des frontières. Et on va se quitter sur cette question qui reste en suspens. Une loi, même la meilleure du monde, est-ce que ça peut suffire? Est-ce que ça peut, à elle seule, arracher des siècles de tradition, tout un ordre social, des mentalités qui sont ancrées depuis des générations? La réponse, c'est probablement non. La libération, elle passera par la justice, bien sûr, mais elle passera aussi, et surtout, par une transformation profonde de la société elle-même. C'est le combat de tout un peuple.